Salut à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons une autre histoire intéressante à partager avec vous. Alors, commençons. Je m'appelle Harvey et voici l'histoire de comment une simple blague a détruit mon mariage. J'étais marié à Susan, une femme avec qui je pensais autrefois passer ma vie entière dès le début. Nous savions tous les deux que nous voulions des enfants. Même avant nos fiançailles, nous passions des heures à parler de notre avenir, du nombre d'enfants que nous aurions, de leurs prénoms, de qui ils ressembleraient. Nous imaginions une grande famille, des tables de dîner bruyantes et des salles de jeux remplies de jouets. Je me voyais déjà apprendre à mon fils à faire du vélo ou lire des histoires avant le coucher à ma fille. Suzanne aimait aussi les enfants, elle en parlait avec tant d'enthousiasme, me montrant des vidéos d'adorables bambins, disant qu'un jour, ce serait nous, quand nous nous sommes enfin mariés. Nous ne voulions pas attendre, nous avions passé des années à parler du type de famille que nous voulions. Alors, dès que nous avons prononcé nos vœux, nous avons commencé à essayer d'avoir un bébé. Au début, c'était excitant. Chaque mois semblait un nouveau départ, une nouvelle opportunité. Nous en faisions un petit jeu, devinant de manière ludique si nous aurions un garçon ou une fille en premier. Suzanne ramenait des livres de prénoms pour bébé, et nous nous asseyions ensemble, imaginant à quoi ressemblerait notre enfant, de qui il hériterait les traits, et quel genre de parents nous serions. Mais les mois passaient, et rien ne se passait. Au début, nous haussions les épaules, pensant que ce n'était qu'une question de temps. On dit toujours de ne pas stresser, que ça arrivera quand on s'y attendra le moins. Alors, nous avons adopté une approche plus détendue, nous disant que ça arriverait au bon moment, mais au fur et à mesure que les mois se transformaient en un an, puis en deux, l'excitation commençait à s'estomper. Le jeu auquel nous jouions s'est transformé en espoir silencieux, puis en déception tacite. Chaque test de grossesse négatif devenait plus difficile à ignorer, et chaque mois semblait plus lourd que le précédent. Au début de la 3e année, le doute s'était installé comme un poids sur nos épaules. Nous avons cessé de parler des plans pour la chambre de bébé. Les livres de prénoms ont été relégués au fond d'une étagère. Oubliés, Suzanne essayait d'agir comme si elle n'était pas inquiète. Mais je voyais dans ses yeux que les conversations sur les enfants, qui la faisaient autrefois sourire, la mettaient désormais mal à l'aise. Et elle changeait de sujet ou répondait d'un ton crispé. Nous ne pouvions plus l'ignorer. Quelque chose n'allait pas, alors, après 3 longues années d'attente, d'espoir, de prétendre que le temps arrangerait tout, nous avons enfin décidé de nous faire examiner. Les tests étaient simples, juste une prise de sang de routine et quelques autres examens. Nous attendions les résultats, avec anxiété, espérant un petit problème, quelque chose de facilement réparable. Mais quand le médecin nous a finalement reçus, ces mots ont été comme un coup de poing dans l'estomac. Harvey, votre nombre de spermatozoïdes est extrêmement faible en ce moment. Il est presque impossible pour vous de concevoir naturellement. Je me souviens être resté assis là, engourdi, incapable de comprendre ce qu'il venait de dire, mon cœur battant la chamade. Suzanne était à côté de moi, fixant droit devant elle. Elle n'a pas dit un mot. Le médecin a continué à parler, expliquant que je n'étais pas complètement stérile, qu'il y avait encore une petite chance. Il a suggéré des boosters, un régime strict et de l'exercice régulier pour améliorer ma fertilité. Mais tout ce que j'entendais, c'était la partie qui comptait. Je ne pouvais pas donner à Suzanne la famille dont nous avions rêvé. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, fixant le plafond, sentant que tout mon monde s'était effondré. J'avais échoué en tant que mari. Quel genre d'homme ne pouvait même pas donner un enfant à sa femme? Suzanne m'a dit qu'elle ne partirait pas. Elle m'a pris la main et a dit « Nous allons trouver une solution ensemble ». Mais au fil des jours, ses actions disaient tout le contraire. Elle a commencé à éviter les conversations sur les bébés. Quand des amis parlaient de grossesse ou montraient des photos de leurs enfants, elle changeait soudainement de sujet ou s'éloignait. Je ne vois rien de mal à éviter ce genre de choses. Mais le problème, c'est que lorsqu'un événement comme celui-ci se produit, elle garde sa colère pendant des jours, parfois des semaines, et me transmet une agressivité passive. Au début, je pensais qu'elle essayait simplement de digérer tout cela, comme moi. Mais ensuite, les petites piques ont commencé. Je ne comprends pas. Comment 2 personnes en bonne santé peuvent-elles avoir du mal à concevoir, a-t-elle dit un jour à table, secouant la tête. Peut-être que si nous avions commencé plus tôt, les choses seraient différentes. C'étaient de petits commentaires lancés de manière désinvolte dans la conversation. Mais chacun d'eux me blessait plus profondément que le précédent. J'avais peur qu'elle me quitte. Au début, c'était juste une pensée passagère, mais avec le temps, c'est devenu une obsession. Quelque chose qui restait dans un coin de mon esprit dès mon réveil, jusqu'à ce que je me force à dormir. J'essayais de l'ignorer, de me convaincre que j'exagérais, mais les signes étaient partout. Suzanne n'était plus la même. Elle a commencé à rentrer tard, toujours avec une excuse.
J'ai dîné avec les filles. Oh, j'avais juste besoin de me vider la tête. Au début, je la croyais. Mais cela est devenu un schéma. Elle passait de plus en plus de temps dehors, me parlant à peine lorsqu'elle était à la maison. Avant, elle m'embrassait pour me souhaiter bonne nuit et s'endormait avec la tête sur ma poitrine. Maintenant, elle me regardait à peine. La chaleur dans ses yeux avait disparu. Une nuit, je lui ai finalement demandé « Susan, est-ce que on va bien ?» Elle a soupiré, se frottant le front comme si la conversation elle-même était épuisante. Je ne sais pas, Harvey. J'aimerais juste que les choses soient différentes. Ça m'a brisé. J'avais tout fait, j'avais pris les boosters, changé mon alimentation, fait de l'exercice tous les jours, j'avais suivi tous les conseils du médecin, mais peu importe ce que je faisais, je ne pouvais pas nous réparer, le silence dans notre maison devenait de plus en plus assourdissant. Certaines nuits, je restais assis dans le salon, fixant les photos sur le mur, celles où nous avions l'air heureux, où nous avions encore de l'espoir. Maintenant, la maison ne ressemblait plus à un foyer, elle ressemblait à une salle d'attente pour l'inévitable. Et chaque fois que Suzanne ouvrait la bouche, je me préparais, car je savais qu'une autre pique allait arriver. C'est juste frustrant, voir tout le monde avancer alors que nous sommes coincés. Peut-être que nous n'étions pas faits pour avoir des enfants ensemble. Elle ne criait jamais, ne me blâmait jamais ouvertement. Mais ces mots me déchiraient d'une manière qu'aucune dispute n'aurait pu faire. Je voulais croire qu'elle souffrait, que c'était sa façon de gérer les choses, mais au fond, je savais qu'elle était déjà à moitié partie. Suzanne et moi sommes allés à une petite réunion chez une de ses amies un soir. C'était une réunion décontractée dans un jardin, rien d'extravagant, juste des visages familiers, de la musique et des conversations autour de quelques verres. Je n'étais pas particulièrement d'humeur à socialiser, mais Suzanne s'amusait, buvant plus que d'habitude et riant un peu trop fort. Je restais en retrait, observant et appréciant l'ambiance de la soirée. À un moment donné, la conversation a dévié sur les enfants. Un couple à la soirée venait d'annoncer sa grossesse, et le groupe a explosé de joie. Offrant des félicitations et partageant des conseils parentaux, c'était une conversation que j'avais appris à éviter, mais quelqu'un nous a posé la question directement. Alors, quand est-ce que vous deux allez enfin nous donner un bébé à gâter ? Les mots étaient innocents, dits sur un ton léger, mais ils pesaient plus lourd qu'ils n'auraient dû. Suzanne a ri, puis, sans hésitation, elle a parlé assez fort pour que tout le monde l'entende. Harvey. Oh, s'il vous plaît, il n'est même pas assez homme pour me mettre enceinte. Un silence pesant a suivi. Les rires se sont arrêtés, les conversations se sont éteintes. Quelques personnes m'ont jeté un regard gêné, tandis que d'autres faisaient semblant de n'avoir rien entendu. Mais moi, j'avais entendu, et il n'y avait pas moyen de faire comme si de rien n'était. Je n'ai pas réagi, je n'ai pas discuté. Je ne lui ai pas dit d'arrêter, je ne lui ai pas demandé pourquoi elle m'humiliait ainsi devant tout le monde. Nous savions tous les deux pourquoi, je me suis simplement levé et je suis parti. À ce moment-là, je n'étais pas en colère. J'en avais fini, il n'y avait plus rien pour quoi se battre. En rentrant à la maison, je suis allé directement dans notre chambre. J'ai sorti un sac de voyage et j'ai commencé à faire mes bagages. J'ai pris seulement l'essentiel, des vêtements, mon portefeuille, des affaires de toilette. Je ne savais pas encore où j'allais, mais je savais que je ne restais pas... Après avoir fermé le sac, j'ai jeté un dernier regard autour de moi avant de sortir de la maison qui avait autrefois été un foyer, mais qui maintenant ressemblait à une cage. Je me suis installé dans un hôtel à l'autre bout de la ville et j'ai éteint mon téléphone. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait pas de tension, pas de discussion forcée, pas de remise en question de chaque mot qui sortait de ma bouche, juste le silence. Et pour une fois, ce silence qui était paisible, quand j'ai finalement rallumé mon téléphone le lendemain matin, j'ai été submergé de messages. Des amis qui avaient assisté à la scène m'avaient écrit pour demander si j'allais bien et proposer de parler. Puis il y avait les messages de Suzanne, un de la veille au soir demandant où j'étais. Un autre de ce matin. Es-tu blessé parce que j'ai dit... C'était juste l'alcool. J'ai fixé l'écran, lisant ces mots encore et encore. Il n'y avait pas d'excuse, pas de remords, juste une excuse. Je n'ai pas répondu. Et quand elle a réalisé que je ne le ferais pas, elle n'a pas insisté. Quelques jours après mon départ, Suzanne a finalement vu la lettre que j'avais écrite et laissée sur sa commode ce soir-là. Elle disait... J'ai tout supporté. Les disputes, le manque de respect, mais si même ma plus grande douleur est une blague pour toi, alors je n'ai plus ma place ici. Le message qu'elle m'a envoyé m'a confirmé qu'elle l'avait lu. Je ne sais pas ce qu'elle a ressenti en la lisant, mais je sais une chose, elle ne s'attendait pas à ce que je parte vraiment. Peut-être pensait-elle que j'étais juste en colère et que j'avais besoin d'espace, que je serais parti quelques jours, une semaine tout au plus, avant de revenir comme si de rien n'était. Mais après avoir lu cette lettre, elle a dû réaliser à quel point mon départ était sérieux. Au début, je pensais qu'elle l'avait vu et ignoré.
Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle le premier jour, ni le suivant. Mais ensuite, elle a commencé à me contacter, m'appelant et m'envoyant des messages, me demandant de la rencontrer pour parler. Je n'ai pas répondu. Je n'avais plus rien à dire. Mais son insistance n'a pas cessé. L'intensité de ses appels et messages dans les jours qui ont suivi montrait qu'elle comprenait enfin que j'étais parti pour de bon. Ces messages devenaient plus fréquents. Ces appels continuaient même quand je ne répondais pas. Elle a commencé à contacter des amis communs, leur demandant de me parler, de me convaincre de rentrer. Mais j'avais pris ma décision et je ne reviendrai pas. Environ une semaine après qu'elle a commencé à me contacter, elle a reçu les papiers du divorce. C'était ma réponse finale. Je n'allais plus discuter, supplier ou me battre. J'en avais fini. Je ne lui devais plus d'explications. Après être parti, j'ai déménagé dans une nouvelle ville et j'ai recommencé à zéro. Ce n'était pas facile au début, s'adapter à la vie seule, se reconstruire de toutes pièces, mais avec le temps. J'ai trouvé la paix, j'ai appris à apprécier ma propre compagnie, à laisser partir la douleur que j'avais portée si longtemps. Plus important encore, j'ai appris que j'étais plus que ma capacité à avoir des enfants, puis j'ai rencontré Naomi. Elle était différente, gentille, soutenante et compréhensive. Nous avons pris les choses lentement. Et pour la première fois en des années, je me suis senti vraiment désiré. Un an après le début de ma relation avec Naomi, elle m'a fait asseoir un soir avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Il y avait quelque chose dans ses yeux, de l'excitation, de la nervosité, peut-être même un peu de peur. Puis elle l'a dit, « Harvey, je suis enceinte ». L'instant où ces mots ont quitté sa bouche, mon esprit s'est embrouillé pour comprendre ce que je venais d'entendre. Au début, j'ai laissé échapper un petit rire, pensant qu'elle plaisantait, mais quand elle n'a pas souri, quand elle est restée là à attendre ma réponse, l'amusement a disparu, remplacé par la confusion. Je l'ai regardée, essayant de donner un sens à cela. Enceinté. Comment c'était la seule pensée qui me traversait l'esprit. J'ai secoué la tête presque instinctivement. Ce n'est pas possible. Ma voix était plus dure que je ne l'avais voulu. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. D'un coup, Naomi me disait qu'elle était enceinte. Et mon esprit a sauté à la seule explication qui me semblait logique à ce moment-là, elle devait me tromper. Je me souviens de la douleur sur son visage quand je l'ai accusée. Elle était offensée, mais elle n'a pas crié ni pleuré. Au lieu de cela, elle m'a calmement dit qu'elle n'avait été avec aucun autre homme. Elle était sûre à 100% que j'étais le père. Mais je n'allais pas prendre de risques. J'avais traversé trop de choses pour accepter aveuglément quelque chose qui semblait impossible. J'ai insisté pour un test de paternité. Naomi n'a pas hésité. Elle a accepté immédiatement, me disant que je pouvais faire ce dont j'avais besoin pour être rassuré. En attendant les résultats, je sentais le poids de l'incertitude peser sur moi. Si le test confirmait mes craintes, cela me briserait. Mais si, par miracle, il prouvait que j'étais le père, alors quoi ? Quand les résultats sont enfin arrivés, j'ai senti mon monde basculer. J'étais le père, j'ai dû lire ces mots une douzaine de fois, mais ils ne semblaient pas réels. Je suis resté assis là, sous le choc, mes mains serrant le papier, essayant de comprendre comment cela était possible. Les médecins avaient été si catégoriques auparavant. Mon nombre de spermatozoïdes était trop faible, mes chances presque nulles. Et pourtant, voici la preuve vivante que quelque chose avait changé. J'ai pris rendez-vous dans une clinique de fertilité dès le lendemain. J'avais besoin de réponses, de savoir si c'était un miracle unique ou si quelque chose en moi avait vraiment changé. Les tests ont confirmé ce que je pensais impossible. Ma fertilité s'était considérablement améliorée. Que ce soit les changements de mode de vie que j'avais maintenus au fil des années, le passage du temps, ou quelque chose que la science ne pouvait pas tout à fait expliquer. Mon corps avait fait ce que je pensais qu'il ne pourrait jamais faire. Je n'étais plus infertile. L'ironie ne m'a pas échappé. Si Suzanne, mon ex-femme, avait été patiente, si elle avait tenu bon un peu plus longtemps au lieu de laisser sa frustration m'éloigner, nous aurions pu avoir la famille dont nous avions toujours rêvé. Mais en regardant Naomi, j'ai réalisé que je n'avais aucun regret. Mon mariage passé était construit sur la pression, la déception et le ressentiment tacite. Avec Naomi, les choses étaient différentes. Elle m'aimait sans condition, sans attente. Pour la première fois de ma vie, je sentais que j'étais exactement là où je devais être. Je n'ai aucune idée de ce qu'est devenue mon ex-femme Suzanne après mon départ. Je n'ai jamais repris contact. Et elle n'a jamais essayé de me retrouver. Peut-être a-t-elle continué sa vie et eu des enfants. Peut-être regrette-t-elle tout. Ou peut-être s'est-elle convaincue qu'elle n'avait rien fait de mal. Je ne sais pas. Et pour être honnête, ça m'est égal. Certaines choses n'ont pas besoin d'être revisitées. Certaines portes sont faites pour rester fermées. Je ne suis pas amer à propos du passé. En fait, je suis reconnaissant. La vie m'a donné une seconde chance. J'ai trouvé quelqu'un qui me valorise pour ce que je suis. Pas pour ce que je peux ou ne peux pas offrir,
Elle m'a soutenu sans condition, sans remarques passives agressives, sans me faire sentir que je n'étais jamais assez. En regardant en arrière, je vois les choses clairement maintenant. L'amour. Ce n'est pas seulement être ensemble quand tout va bien, c'est rester quand les choses deviennent difficiles, faire preuve de patience. Choisir la bienveillance même dans la frustration. Suzanne avait le choix de rester à mes côtés, d'être ma partenaire dans la lutte, mais elle a choisi de m'humilier à la place. Et ce genre de choses ne se rattrape pas. Les mots laissent des cicatrices. Et ceux prononcés par la personne en qui vous avez le plus confiance coupent le plus profondément. S'il y a une chose que j'espère que les gens retiendront de mon histoire, c'est ceci. La patience et le respect comptent. Si vous aimez vraiment quelqu'un, vous ne lui jetez pas sa douleur au visage. Peu importe à quel point vous êtes frustré, vous ne l'humiliez pas, surtout pas devant les autres, et vous ne laissez pas vos émotions temporaires détruire quelque chose qui aurait pu être beau. Mais au final, je suis content que les choses se soient passées ainsi, car j'ai fini avec quelqu'un qui m'aime vraiment pour moi. Voilà l'histoire. Les amis, j'espère que vous en tirerez quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous étiez à ma place, que auriez-vous fait? Pensez-vous que Suzanne méritait une autre chance? Ou partir était-il la seule option? Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, assurez-vous de la partager avec eux. À la prochaine! Prenez soin de vous